Phil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Il est là! Salut Christian! Salut Bernard! On commence en force avec les ovnis d'un côté et le Pentagone de l'autre. Voilà, on reste dans le ton de la guerre, les militaires et tout le reste. Oui. Et tu me diras, je te parle OVNI et le Pentagone, et là, je fais une grosse annonce. Le Pentagone enquête sur les OVNI. Et là, tu me diras, j'ai l'impression que ce n'est pas une nouvelle. Mais effectivement, c'est une nouvelle qui n'en est plus ou moins une nouvelle. Et je t'explique pourquoi. Oui, s'il te plaît. Faut faire un peu un bond dans le temps. Il faut retourner aux années 40. À cette époque, c'est le début de la guerre froide. Les premières apparitions d'OVNI arrivent au-dessus des États-Unis. Les Américains, les premiers témoins, parlent d'objets en forme de boomerang. Et il faut savoir que les Allemands avaient développé durant la Deuxième Guerre mondiale un prototype d'avion en forme d'aile qui s'appelait le Horten. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme tu sais, les Américains et les Russes se sont partagés les grands cerveaux de l'armée allemande qui ont été travaillés soit aux États-Unis ou en Russie. Alors, quand les premières apparitions d'OVNI arrivent au-dessus des États-Unis, que les témoins parlent d'objets en forme de boomerang, et on sait que la Luftwaffe allemande avait développé un prototype de ce type-là, ben, tu comprends que les Américains se disent, est-ce que les Russes ont poussé plus loin le projet? Est-ce que finalement, ils disposent de cet avion en forme d'aile? Et c'est comme ça que l'intérêt va être soulevé pour la question des OVNI. Donc, en 1947, l'armée américaine met en place un premier projet d'enquête sur les OVNI. Et ce projet va changer de nom en cours de route, mais il va durer effectif pendant à peu près 22 ans jusqu'en 1969. Et au moment où il va se terminer, il s'appelle le projet Blue Book. Et ce que nous apprend ces nombreuses enquêtes sur les OVNI, c'est que rien dans toutes les observations rapportées, et on parle de plus de 12 000 observations rapportées, aucune d'entre elles ne menaçait directement la sécurité nationale, aucune d'entre elles non plus témoignait d'une technologie qui laisserait croire en la présence d'extraterrestres. Donc, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Et 1969, on tire la plug, si je puis dire, sur les projets d'enquête sur les OVNI. Et c'est assez amusant parce que durant les décennies qui vont suivre, à toutes les fois où les gens s'adressent au gouvernement américain pour savoir où on en est avec l'étude des OVNI, le département de la Défense, et principalement l'armée de l'air, répond « On a cessé d'enquêter sur les OVNI depuis 1969 ». Ouais. Et voilà qu'en 2017, le New York Times fait une annonce incroyable. Le New York Times, là, c'est pas le New York quoi, Times. Bon, et là, on apprend qu'entre 2007, en fait, début 2008, mais les papiers avaient été signés en 2007, donc de 2007 à 2012, à l'intérieur du gouvernement américain, il y avait une petite faction, un petit programme qui servait à enquêter sur les OVNI. Et ce programme portait le nom de Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. Ouais. Donc, un nom très complexe, mais on le comprend par sa définition. On enquêtait sur des phénomènes aériens qu'on n'arrivait pas à identifier. Ce projet est demeuré assez marginal. Il faut s'entendre que sur une période de pratiquement 5 ans, on a alloué 20 millions de dollars à l'étude de ces apparitions mystérieuses. 20 millions de dollars, c'est peu quand on sait que le budget du département de la Défense oscille entre 600 et 700 milliards. Il est maintenant à 700 milliards. Il était à 600 milliards à cette époque. Donc, c'est peu, c'est de la monnaie au fond d'une poche. Et là, depuis que le New York Times a révélé l'existence de ce programme, je te rappelle, 2007 à 2012, le département de la Défense a toujours nié que ce programme était toujours actif, même si les gens qui avaient participé à ce projet à l'époque, eux mentionnaient que le programme avait changé de nom, mais était toujours effectif au sein de l'armée. Et voilà que cette semaine, exclusivité au New York Post, un porte-parole du département de la Défense avoue que ce programme, en effet, existe toujours. Il est géré par la US Navy. Tu comprends, OK. Il est maintenant géré par la US Navy. Et tu comprends que très, très rapidement, on a quand même précisé que le programme porte encore le nom de Programme d'identification avancée des menaces aérospatiales. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'une menace aérospatiale soit des ovnis ou des engins extraterrestres. Même si dans son communiqué, le département de la Défense mentionne phénomènes aérospatiaux non identifiés. Pour les amateurs d'ovnis, c'est comme tout dit.
dire, mais pour le département de la Défense, c'est ne rien dire. Parce qu'on le comprend que sur le plan militaire, il est important pour n'importe quelle nation d'avoir l'hégémonie de son territoire aérien. Et si on regarde sous l'administration Trump, on n'aime pas beaucoup les étrangers, hein, qu'ils viennent de l'Iran, qu'ils viennent de la Chine, qu'ils viennent de la Corée ou du Mexique. Si le président Trump pouvait, il ferait construire un mur au-dessus des États-Unis. Donc, on est particulièrement préoccupé par, et on le sait, Trump a mis en place une force militaire spatiale, hein, qui va venir contribuer avec les forces armées actuelles. Donc, on le voit, il y a cette grande préoccupation de s'assurer de l'hégémonie du territoire américain. Donc, l'existence ou l'apparition d'un programme pour enquêter sur des apparitions d'aéronefs inconnus au-dessus des États-Unis, qu'ils viennent de Mars ou qu'ils viennent de Chine, on comprend qu'il y a un intérêt militaire à s'assurer qu'aucun étranger ne vienne, si je puis dire, violer l'espace aérien américain. Oui, c'est ça. OK. Alors, donc, ne nous inquiétons pas trop. Hein? Voilà. Enquêter sur des phénomènes aériens non identifiés n'est pas forcément enquêter sur des apparitions d'extraterrestres. Ah, nous voilà tous rassurés. Bon, restons aux États-Unis. Oui. Et parlons de ce grand lac dont je ne connaissais pas l'existence, le lac Iliamna en Alaska. Voilà, le lac Iliamna. Et tu dois comprendre, Bernard, quand on parle de créatures lacustres, on a immédiatement en tête le monstre du Loch Ness ou, plus près de nous, le monstre du lac Memphremagog ou le monstre du lac Champlain. Lacustre, c'est un nouveau mot. Oui, des monstres lacustres, des monstres de lac. Mais tu sauras que dans ce lac Iliamna, en Alaska, hein, c'est au sud-ouest d'Anchorage, c'est un immense lac. Hein, il faut le savoir, il mesure 124 kilomètres de long, 35 kilomètres de large et il a une profondeur de 300 mètres. 300 mètres, là, c'est 1000 pieds. C'est un lac très grand et très profond. Et qui abrite de très gros poissons. Très gros, c'est en effet le cas, parce que depuis des générations, les gens racontent qu'ils voient de temps à autre des créatures, j'allais dire une, mais en fait, les témoignages varient en fonction de la taille. On voit des créatures qui ressemblent à d'immenses poissons. Les témoignages parlent de créatures qui font 5 mètres de long et d'autres témoignages parlent de créatures qui vont jusqu'à 18, 19 mètres de long. Donc, c'est énorme. Tu comprendras que notre première réaction, c'est de se dire, c'est peut-être des baleines ou c'est peut-être des cétacés, mais on est dans un lac ici, donc un lac d'eau douce. Il n'y a donc pas de cétacés, il n'y a pas non plus de requins. On aurait pu penser aux requins-baleines ou aux requins-pèlerins, qui sont d'immenses requins, mais il n'y en a pas. La variété de poissons les plus gros qu'on retrouve dans ce lac, ce sont des variétés de poissons qui atteignent à peu près 2-3 mètres au maximum. On sait qu'il y a également de petites populations d'otaries qui vivent sur les bords du lac, que les scientifiques accusent d'être les responsables de ces apparitions de créatures lacustres mystérieuses. Ça fait bien sourire, mais les scientifiques ne sont pas tous de cet avis, et c'est le cas d'un certain Bruce Wright. C'est un type qui habite à Palmer, qui est une ville en banlieue d'Anchorage. C'est un ancien biologiste du Service national des pêches, et lui a entendu parler de cette créature, et il a décidé de passer à l'action, de se lancer dans la chasse aux monstres. Il faut savoir, Bernard, qu'il émet une théorie, une hypothèse plutôt audacieuse. Les animaux que l'on voit dans le lac seraient une variété de requins qu'on appelle des requins dormeurs, qui sont voisins des requins du Groenland, et ces requins auraient pu s'adapter à l'eau douce, et c'est ce qu'il va faire cet été, donc plonger des caméras dans le lac, faire des prélèvements d'eau pour faire de l'analyse ADN, mais qui sait, peut-être découvrira-t-on une nouvelle espèce de requin vivant en eau douce dans le lac Iliamna en Alaska. On verra bien. Christian Page, je te remercie. Je te souhaite un bon week-end. Merci à Larry, Alexandra et Maryse. Merci à vous les auditeurs. On se reparle lundi. Ciao.